Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous ferons une analyse sociologique de la crise sanitaire avec le docteur Hélène Migerel. Ce sera après la coupure pub de 19h et pour l'instant place à l'actu du jour. Nous sommes le 15 septembre, le jour J pour le changement majeur qui se déroule en ce moment en France. Et voici les titres de ce journal. Nous irons sur le front social avec la mobilisation des sapeurs-pompiers contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ils se sont rendus ce matin en préfecture. Puis nous reviendrons sur cette réunion entre le SNEC, Sauvons nos entreprises guadeloupéennes, et la Chambre de commerce et d'industrie pour tenter d'aider les entrepreneurs. Et enfin, nous parlerons également de l'appel à l'aide des salariés du spectacle qui souffrent de l'effondrement de l'intermittence et de la SACEM. Et avant de développer ces quelques titres, on va passer quand même par le point Covid. Vous savez que la situation épidémiologique s'améliore depuis 2 semaines. Eh bien, on enchaîne avec une 3e semaine qui nous pousse vers le vert. On a un taux d'incidence en ce moment de 213 sur 100 000 habitants. On sera dans des bons chiffres à partir de 50 pour 100 000. Le taux de positivité, lui, passe de 10 à 6,9%. Le seuil d'alerte étant fixé à 5. Donc d'ici la semaine prochaine, ça devrait aller. Et le facteur de reproduction, lui, conforte effectivement cette tendance puisqu'il est fixé à 0,43. Une personne ne contamine même plus une personne. Et on a 108 hospitalisations, 108 nouvelles hospitalisations quand même sur la semaine qui s'est écoulée. 30 personnes ont été admises en réa pour Covid sur la semaine, mais des chiffres qui restent relativement bas comparativement au plus fort de la vague, puisqu'on passe effectivement de 98 lits de réanimation pour le territoire guadeloupéen à 78, et il y aura justement des fermetures progressives dans les jours qui viennent. Notez que plus de 500 renforts sont actuellement sur le territoire, mais une partie d'entre eux vont s'en aller à partir de demain d'ailleurs, et il restera sur le territoire donc 376 renforts venus d'Hexagone. On a noté effectivement que sur les 63 transferts vers la France hexagonale, eh bien 3 personnes transférées sont décédées et on compte ici en Guadeloupe 56 décès quand même pour la semaine, un chiffre qui se divise par 2, mais c'est quand même 56 décès pour la semaine. Et notez qu'au dimanche 12 septembre, l'on comptabilise en Guadeloupe 452 décès pour la 4e vague, donc 452 décès au total. En tout cas, les chiffres s'améliorent, ce qui est bon signe. Par contre, pour les mesures de sécurité, ça va se maintenir quand même encore quelques jours. Hein. Il faut pas rêver. Le confinement est donc maintenu, mais à partir de mercredi prochain, les mesures devraient être allégées, dont l'accès aux plages qui sera le matin et l'après-midi, et le couvre-feu qui passera de 19h à 20h. Quelle générosité, le reportage. Donc à compter de mercredi prochain, le confinement va demeurer, mais en revanche avec quelques modalités différentes. Le couvre-feu sera repoussé à 20h au lieu de 19h aujourd'hui. La limite de déplacement dans la journée ne sera plus de 5 km mais de 10 km, toujours avec un système d'attestation. Mais en revanche, vous voyez qu'on va libérer petit à petit notre capacité à pouvoir nous déplacer. Les plages, puisque c'est un élément, les plages et les cours d'eau, c'est un élément important, vont être ouverts le matin et l'après-midi en fonction d'horaires qui seront fixés, de manière à pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'y déplacer. Et les commerces et les artisans qui aujourd'hui sont fermés parce que n'étaient pas considérés comme indispensables seront réouverts à compter de mercredi prochain, avec des jauges qui seront celles que nous avions au début du confinement, et notamment de 8 mètres carrés par client à l'intérieur de ces commerces. Autre point qui va être possible à compter du 22, donc à compter de la semaine prochaine, ça va être la réouverture d'un certain nombre d'activités qui vont, sur volontariat des organisateurs ou des entrepreneurs, qui satisferont au pass sanitaire.
La règle, et j'ai eu l'occasion d'en parler hier avec les représentants du monde économique, la règle sera celle de la fermeture administrative, sauf pour les restaurateurs, les responsables de casinos, les responsables de zoos, de parcs zoologiques ou de cinéma ou de théâtre ou de salles de sport qui souhaitent réouvrir en mettant en place le pass sanitaire dès le premier client ou dès la première personne qui participe à cette activité. Je rappelle que le pass sanitaire, vous avez trois moyens d'y satisfaire, soit la vaccination avec un schéma vaccinal complet, soit un test PCR ou antigénique, soit encore la preuve que vous êtes en phase de rémission de la maladie puisque vous l'avez eu et vous avez un certificat médical qui spécifie que vous êtes dans cette phase de rémission. Et donc ces activités pourront réouvrir à compter du 22 pour celles et ceux qui souhaitent le mettre en place et on les fixera, une liste sera fixée par arrêté. De la même manière, et parce que notamment la Fédération de cyclisme nous l'a proposé et s'engage dans cette matière, les compétitions de cyclisme pourront avoir lieu à huis clos, donc en milieu ouvert, mais en respectant et en mettant en place le pass sanitaire. C'est ce qui s'était déjà passé dans les semaines qui avaient précédé le confinement. Voilà les mesures qui vont se mettre en place, donc à compter du 22 septembre pour les 2 semaines qui vont venir. Et nous nous donnons rendez-vous le 29 septembre avec le comité des élus, puis ensuite en point presse, pour faire un point de la situation et pour voir si, à partir d'une date qui devra être déterminée, nous pouvons rentrer dans la phase qui suivra, qui sera celle d'un véritable déconfinement. Donc je le rappelle, une fois que nous aurons atteint des seuils qui nous permettront de le faire. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de donner de la visibilité sur les différentes phases qui viennent et de fixer un certain nombre de critères qui sont liés au taux de contamination et au taux de pression hospitalière pour pouvoir les déterminer. Dans le même temps, mais Madame la rectrice aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet, il y aura une évolution aussi de l'accueil des enfants à l'école, dans la même logique que celle qui est organisée, évidemment. Je sais que c'est attendu par beaucoup de parents. Mais voilà, l'idée c'est que nous soyons cohérents sur l'ensemble de ces phases, puisqu'il est important que nous n'allions pas trop vite dans cette phase de sortie du confinement, parce que, comme vous le savez, c'est une phase qui est délicate, parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons une remontée du nombre de cas de contamination, puisque ça serait évidemment très compliqué à gérer. De la même manière, hier j'ai évoqué le sujet avec les commerçants, la décision n'est pas encore prise. Vous savez que la période des soldes doit commencer à compter du 25 septembre prochain. J'ai proposé aux commerçants que cette période des soldes puisse être décalée d'1 semaine, voire de 10 jours, et donc nous sommes en discussion avec eux pour pouvoir fixer cette date à une date qui sera la meilleure pour pouvoir accueillir les clients dans les magasins, dans des conditions évidemment de sécurité sanitaire la meilleure. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain point Covid. Et c'est le jour J pour l'application du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire pour les soignants de France, mais pas que. Toutes les professions en lien avec le soin sont concernées par cette mesure qui vise à pousser à l'injection. Les sapeurs-pompiers de Guadeloupe, en tout cas, poursuivent leur mouvement de grève et se sont rendus à la préfecture de Basse-Terre ce matin. Le reportage. Il était vraiment important pour nous d'être là ce matin parce que c'est un moment symbolique, c'est une journée historique. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de France et de Navarre, des institutions de France, qu'on a à vivre de telles mesures coercitives, où nos libertés sont entravées, où nos libertés sont menacées, notre travail est aussi menacé et que du jour au lendemain on se retrouvait sans salaire. Donc il est important pour nous aujourd'hui d'être là, de marquer le coup en toute simplicité, pacifiquement aussi, et vous dire voilà, il faut être là parce que c'est un tournant dans l'histoire. Désormais, dorénavant, on ne sait pas à quoi s'attendre et comment sera demain pour nous. Voilà. Oui, il faut jusqu'au bout, vaille que vaille. Vent debout, nous sommes là parce que sinon, si on accepte ça, aujourd'hui c'est un vaccin qu'on nous oblige à prendre. Demain matin, ce sera pour nous notre liberté. Ça peut être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ce sera peut-être la sodomie, on ne sait pas jusqu'où ça va aller pour la liberté. Donc si on laisse faire aujourd'hui, ça veut dire que demain matin, on peut tout accepter et tout prendre. Donc pour nous aujourd'hui, il n'est pas question que ça se passe. Surtout culturellement, on est enraciné dans notre liberté et on connaît qu'est-ce que le prix de la liberté. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est normal et c'est tout à fait normal que nous soyons présents, que nous puissions marquer le coup. Voilà.
Des personnels qui, on le rappelle, ne sont pas licenciés, puisque les patrons ne peuvent pas licencier, effectivement, mais qui sont finalement en congé sans solde, donc qui ne peuvent pas démissionner. Enfin, ils n'ont qu'un choix. A priori, ce serait démissionner. Mais en tout cas, en attendant, ils seront sans ressources. Et voilà plus de 18 mois maintenant que les artistes du département sont en mode survie. Nombreux sont ceux ayant dû vendre leurs effets personnels ou encore se reconvertir pour subsister. Et avec l'effondrement de l'intermittence et de la SACEM, le pire est à venir si aucune solution n'est portée. On fait le point avec Christelle M, secrétaire générale du syndicat UniArt. Les salariés du spectacle sont des citoyens, sont des humains qui vivent un drame aujourd'hui qui est sans précédent en fait, dans l'absolu. Aucune prise en charge, aucun accompagnement laissé à nous-mêmes avec des collègues qui vendent leurs effets personnels, qui perdent leur logement et aucune réponse de nos politiques puisque nous sonnons l'alarme déjà depuis 11 mois. Le syndicat est créé depuis le 20 octobre 2020 et sans avoir de véritable écho alors que la Martinique a obtenu très tôt des solutions avec des fonds débloqués pour accompagner les salariés du spectacle. On nous a effacés, notre métier est en train de disparaître et pourtant nous sommes diffusés sur certaines radios. Nous accompagnons les Guadeloupéens dans leur douleur, dans leur souffrance, parce que dans l'absolu, s'ils veulent se faire du bien, ils vont écouter nos musiques. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin que les gens viennent nous rejoindre, que tout le monde puisse se rassembler autour de nous, qu'on puisse sortir de la situation où on est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, notre demande précisément par rapport au drame humain que nous vivons, c'est la mise en place d'un fonds d'urgence pour les salariés du spectacle d'une part et d'autre part la mise à disposition d'un numéro vert. Dans ce sens, nous avons saisi différents représentants politiques, forcément les collectivités majeures, forcément le préfet, le président de région, forcément le président du département, même si aujourd'hui nous savons que c'est très suspendu dans l'absolu, tous nos députés, tous nos sénateurs, notre ministre des Outre-mer, notre ministre de la Culture, ce sont des personnes, monsieur le président de l'ACC, monsieur Vial-Collet, inévitablement, qui peut nous apporter aussi un soutien et des réponses pour pouvoir nous accompagner dans la détresse où nous sommes aujourd'hui. Il y a les artistes, il y a les musiciens, il y a les DJ, il y a les techniciens. Tout ça, ce sont des gens qui ont le droit à l'intermittence. L'intermittence est en train de s'effondrer. Au niveau de la SACEM, ça s'effondre. On a vraiment besoin d'accompagnement et de gestes forts pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. L'INSEE nous a rapporté des chiffres à plus de 1400 salariés du spectacle répertoriés. Donc, et c'est eux qui ont la meilleure lecture visiblement pour quantifier les professionnels que nous sommes, puisque ce n'est pas le cas pour les autres structures. Donc aujourd'hui, il faut vraiment réagir pour ces personnes-là. D'autant plus que nous avons des jeunes qui ont des filières scolaires qui forment à nos métiers, à la pratique de nos métiers, à toutes les disciplines confondues des salariés du spectacle. Il faut pouvoir demain leur donner des réponses, il faut leur donner la vision du plan de carrière qu'ils peuvent avoir dans ce secteur d'activité. On reste sur le front social, car si plusieurs municipalités ont trouvé une issue favorable dans le conflit pour la mise à jour des carrières des agents territoriaux, eh bien d'autres sont toujours mobilisés. À Anse-Bertrand, le conflit à la mairie perdure depuis 7 mois maintenant. Maxime Morel s'est rendu sur place. C'est la succession de la première grève que nous avions interrompue, suspendue. Donc là, les conditions sont toujours les mêmes. Mon chauffeur-livreur a qu'à se poser problème à moi, a qu'à transporter conteneurs pour... Ça fait 7 mois que nous en grève depuis le 3 mars 2021, quand toute communauté est entrée en grève. Et le point principal à nous, c'était la mise à jour des carrières. Et là, l'autorité maire Anse-Bertrand, le 5 juillet, il signait l'accord cadre qu'on les autres maires. Mais là, nous pouvons arriver à faire en sorte qu'il y applique totalement. Donc depuis le 5 juillet, nous avons fait plusieurs rencontres. Et là, concernant l'application des avis de la CAP, nous avons 30 agents qui ont rempli les conditions, les PV là ça, et l'autorité a décidé de faire 12. Et nous avons bien rendu compte que la grève là, but c'était mettre carrière à mon ajout avant que nous entrions dans la ligne directive de gestion qui était à point effet le 1er janvier 2020. Et nous avons nous 21. Et nous avons nous gens en 2021 et nous avons PV depuis 2015 à 2019. Donc, pour nous entrer dans la ligne directive de gestion, il faut que tout agent qui n'y a avancement, entre dans l'avancement. Anse-Bertrand, nous mieux lotis que tout d'autres côtés. Parce que nous avons une délibération qui a effectivement mettre en place les
les taux de promu promouvable. Ça veut dire que les taux de monde qui est avancé. Et taux de promu promouvable là, ça, Hans Bertrand, il y a 100% depuis 2017 jusqu'à quand il est là. Et à niveau là, ça, le fait que taux là, il y a 100%, 30 monde là, c'est 100%. Donc à niveau là, ça, lit encore Hans Bertrand, là, nous a dit que nous bien, à niveau là, ça, il y a une délibération qu'il prend en 2018 pour créer les postes pour te faire ces gens là avancer. Donc ça veut dire que bon ben, il n'y a pas ni de souci, il n'y a pas ni de hack empêcher justement jod là de satisfaire les revendications en nous parce qu'en tableau des effectifs là ça qui ont voté lié conseil municipal en 2018, il a relevé nous a relevé 98 postes de créer. Or que bon ben, il n'y a qu'un c'est carrière à monde qui est en retard. Faut nous arriver à faire en sorte qu'à Hans Bertrand que mon a joué en carrière à eux. Donc c'est pour ça nous avons goumé. Et il faut nous savoir que là où a joué en carrière, ça peut permettre vous que l'indice a augmenté. Et je là encore, nous avons un agent qui est parti là, le 1er septembre à 25 heures avant le grade adjoint technique. Il est parti à la retraite avec 400 €. Donc c'est ça la réalité dans la commune de Bertrand. Monde à 25 heures et il est parti avant le premier grade là et il est parti avec 400 €. Donc nous avons dit, on nous mettait mon en grade à eux pour nous faire en sorte que mon avance en carrière à eux à Lens Bertrand, qu'on s'en fait dans toute commune de Guadeloupe. Autre mouvement de grève, celui des salariés de Restalliance, un prestataire en restauration pour l'EHPAD de la Fondation Partage et Vie. Ils réclament de meilleures conditions de travail, des moyens de transport et de transfert des repas adéquats. Ces derniers ne souhaitent plus avoir à se plier en quatre pour effectuer du rationnement alimentaire et exigent aussi une reconnaissance de leur parcours professionnel. Mais pour l'heure, la direction refuse le dialogue. Le reste en images. C'est la succession de la première grève que nous avions interrompue, suspendue. Donc là, les conditions sont toujours les mêmes. Moi, chauffeur-livreur, en cas de poser problème à moi, en cas de transporter conteneur pour et résident manger flamboyant. Et en cas de soulever des conteneurs, il a pesé à vide 40 kg. Là, mettre manger à dents, en cas de 6 autres devinés pour environ 70 personnes. Ça devient de l'extrême. On ne va pas venir rester alliance pour faire musculation, on a dit, tout le temps, même si on est encore plus lent pour nous. Nous avons des collègues aussi qui ont fait transport là, par là. Et c'est une madame qui est là. Donc après, ça complique. Donc c'est les conditions de travail, sécurité, hygiène en cuisine là, pour mettre nous des travaux. Ces travaux là, ces travaux là, nous avons des problèmes de goût. Vous avez jod là. Le directeur là dit nous que nous assainissement la ville, mais le problème là, pour qu'on résoudre vraiment, pour responsable pour qu'on s'ouvre nous correctement. À part yon qui vient là, mais c'est décor, on a nommé nous, mais c'est vin. Nous parlons le matin, ça tenait l'heure d'aller bien. L'après-midi, Bouga sorti dans l'autre discours. Bouga fait nous comprendre que clairement, que lui-même il pas ni débat, nous pas ni à parler avec encore. Il y a ni des salariés qui ont s'ouvert des courriers, alors qu'ils ont toujours fait du bon vouloir, avec les moyens que ils ont. Il y a ni d'autres qui pas qu'à faire travail là correctement, il n'y a pas gens qui disent rien. C'est mon à manger. Ils ont mangé en retard, mais ils ont mangé. Jeudi, ils ont mangé. Vendredi, ils ont mangé. Samedi, non, mon monde pas fait grève le week-end. Nous sommes là. Parce que nous avons trouvé que c'est vraiment insultant et dénigrant de part à misser des cordes, de parler bon nous comme ça, et de claquer porte là, et c'est nous. Avec Micron là, il chire toute pancarte en nous que nous sommes en cuisine là. Nous pouvons dire que nous sommes en cuisine à habiter parce que c'est, pour reconnaître, c'est habitant à Covid, voilà. Mais là, on trouve que c'est du mépris, il y a beaucoup de mépris. Venus de Guyane, Martinique et bien évidemment de Guadeloupe, les étudiants du CERFA ont fait leur rentrée aujourd'hui pour une année scolaire hybride. Notez, puisque ce sera entre les cours en présentiel et en distanciel. Le monde est en train de changer, vraiment. Le reportage. C'est nous, en particulier des classes CERFA, parce que nous avons des enfants, des élèves qui nous arrivent de Guyane, de Martinique et bien entendu de Guadeloupe, qui fait que nous avons ce souci de pouvoir opérer déjà une entrée en hybride, c'est-à-dire une partie en distanciel et une partie en présentiel. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est surtout rassurer les parents de Martinique et Guyane que tout sera mis en œuvre pour que leurs enfants soient
à la même échelle de formation que nos enfants qui sont sur place. C'est une rentrée spéciale, je dirais presque attendue malgré tout, parce que les différentes vagues successives qu'il y a pu avoir en métropole ou sur ce territoire-là nous ont préparés à ce type de rentrée-là. En ce qui concerne notre activité, on prend un petit décalage d'un petit mois, 3 semaines, 1 mois, ce qui est moins préjudiciable qu'une coupure en plein milieu de la saison. Donc on se prépare, on a préparé les jeunes à travers des entretiens pour avoir un petit suivi psychologique ou une programmation de travail sur le plan athlétique. Donc on essaye de se préparer au mieux pour anticiper la reprise physique avec le groupe. Il s'agit pour nous vraiment de mobiliser nos équipes pédagogiques pour s'adapter à la situation. Et puis comme je l'ai dit aux élèves, vous avez entendu, nous ne sommes plus en face d'un problème, nous sommes à la recherche d'adaptation par rapport à une situation donnée pour que eux, ce ne soient pas des générations sacrifiées et que comme toutes les pandémies de l'histoire, voire les guerres de l'histoire, l'homme a su s'adapter pour se former et être opérationnel pour de meilleurs lendemains. Il va nous falloir être attentifs au moment de la jonction de tous ces groupes de manière à travailler sur la dimension collective du groupe. Il n'est pas question pour nous de travailler sur différentes vitesses et c'est bien les raisons pour lesquelles le CERFA ne démarrera concrètement son activité que lors de l'ouverture de l'internat. Voilà. Et notez cette petite information mais importante, en bref, évincée du Memorial Act il y a peu de temps, vous le savez, Laurella Rinson, finalement retrouve son poste de directrice générale. Le tribunal administratif a annulé son licenciement qui était jugé abusif. On a bien senti que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Et on enchaîne avec cette rencontre entre le SNEG, donc souvent nos entreprises guadeloupéennes, et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Une réunion autour des difficultés rencontrées dans le milieu entrepreneurial, comme par exemple les coupures d'eau. Le reportage. Le SNEG a pris son bâton de pèlerin depuis des années et nous avons décidé de partir toujours à la rencontre des institutions, des chambres consulaires et des élus pour pouvoir parler de l'économie de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons rencontré le président Vial-Collet puisque nous sommes toujours dans le cadre de la communication et la Covid est là et donc il fallait qu'on fasse le point, mais pas que, puisque la Covid n'est qu'un révélateur de la situation des entreprises de Guadeloupe. Il était important pour nous qu'on puisse échanger sur nos éléments, le président Vial-Collet et moi. Et donc là, on a fait un premier jet de communication. On est appelé à se revoir pour pouvoir apporter des réponses et surtout apporter de l'espoir. Effectivement, vu avec le président de la CCI et monsieur Dominique Virassamy concernant le RSI pour les artisans, parce qu'ils souffrent énormément de cette partie-là, il faut effectivement qu'on arrive à trouver des solutions au plus haut, au niveau national. Concernant effectivement le problème de l'eau, parce qu'ils souffrent aussi de cette problématique, vu qu'ils n'ont pas tous la possibilité d'avoir de l'eau en continu au niveau suivant leur zone ils se trouvent au niveau du territoire de la Guadeloupe. Je suis éternellement dans la construction, puisque c'est pas tout d'être en confrontation, mais il faut être en construction, d'autant plus que la Covid est là et nous devons nous projeter dans le jour d'après, puisque il ne faut pas se morfondre sur soi-même. La région a mis en place un certain nombre de dispositifs financiers. L'État, même si nous ne sommes pas toujours convaincus de ce que l'État nous propose, et je préfère encore mieux m'appuyer sur ce que propose la région Guadeloupe, le département Guadeloupe. Et donc à ce moment-là, nous allons rencontrer le président Chalus, nous allons rencontrer aussi le président Losbar, parce que j'ai eu un bref entretien avec lui. Nous devons nous consulter par rapport à la retraite des chefs d'entreprise du RSI. Et donc voilà, le chantier est énorme et donc nous allons continuer à travailler pour le bien de notre pays, la Guadeloupe. Un reportage signé Stanley Manicor. Et en parlant justement du président du conseil départemental, il faut savoir que l'élection sera refaite normalement très prochainement, d'ici le mois d'octobre. Donc on verra si Guy Losbar est maintenu à la tête du département ou pas. En tout cas, s'il doit partir, a priori, ce serait Jean-Philippe Courtois qui devrait reprendre la présidence. Fermeture de la parenthèse. En tout cas, Guy Losbar, lui, était du côté de la base nautique de Petit-Bourg, puisque la municipalité, effectivement, récupère cette infrastructure. Le reportage. C'est une très grande satisfaction pour moi, puisque il faut rappeler que c'était une base qui était quasiment terminée
Et depuis de longues années, nous étions en attente et j'avais pris l'engagement de livrer tous ces équipements comme Sainte-Rose, comme Petit-Bourg. Et ma très grande joie aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est terminé. Nous venons de signer une convention. Il appartiendra à la ville de pouvoir animer, de pouvoir exploiter des activités telles que canoë-kayak, aviron, paddle, et puis avec le maire on discutait, pédalo, vélo de mer, enfin il y a tout un ensemble d'activités. Donc je suis très content, très satisfait et très fier de pouvoir faire cette livraison de la base aujourd'hui. C'est un outil très attendu par la population parce qu'en fait, à Petit-Bourg, nous avons un plan d'eau magnifique pour l'exercice d'activités nautiques, d'activités de loisirs, d'activités sportives. Et d'ailleurs, le site sur lequel nous sommes est un site qui était déjà prisé par les lycéens pour exercer du kayak auparavant, même avant que cet outil soit proposé. Donc c'est dire l'attente d'un public nombreux, à la fois des collégiens, des lycéens, mais aussi d'associations diverses qui exercent de l'activité sportive à Petit-Bourg. Nous sommes heureux que cet outil soit enfin livré par la communauté d'Aglo. C'est important pour le Nord-Basse-Terre, un équipement supplémentaire par rapport à celui de Sainte-Rose, mais c'est important pour le territoire de Petit-Bourg avec sa population qui est diverse, sa population qui est en attente de nouveaux équipements, de nouveaux outils pour du sport, pour du loisir en famille. Aujourd'hui, dès demain d'ailleurs, nous mettrons à disposition de la population et des associations cet outil puisque notre service, la direction des sports, y sera installé. Ils auront pour charge non seulement de conventionner avec des associations, mais surtout de programmer l'occupation de l'espace pour que toujours il y ait des activités, mais aussi programmer dans le temps. Les activités et faire de sorte que tous les équipements qui sont quelquefois, qui demandent de l'occupation, beaucoup de superficie d'espace, faire de sorte que cette occupation soit la meilleure possible et qu'il y ait une très grande compatibilité entre tous ces usagers. Donc au niveau de la CNBT, nous ce qu'on voudrait, c'est que l'ensemble des villes puissent s'approprier toutes les activités nautiques et maritimes. Donc c'est pour cela qu'il y a la base aujourd'hui avec les activités que je citais. Au niveau de Sainte-Rose, avec d'autres activités aussi, telles que la voile. Nous allons aménager tout le littoral, le bord de mer, et ainsi de suite dans toutes les communes, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que notre littoral soit valorisé et beaucoup d'activités nautiques puissent se faire, puisque trop souvent nous sommes une île et pourtant nous donnons d'eau à la mer. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, un Focus qui sera dédié effectivement au docteur en sciences humaines Hélène Migerel, qui nous proposera une analyse justement de la gestion de crise et aussi de nos réactions par rapport à cette crise Covid. Elle sera en plateau juste après la coupure pub, une émission à ne pas manquer, je vous le garantis. Et avant cela, je dis bonsoir à Jacqueline Pégy, bonsoir à Lucie Coipel, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, j'espère que tu vas bien Jimmy, bonsoir à Ampassav Mako, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Uri Félix, à Édouard De Pierrot, bonsoir à Soui 7, bisous à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Hyacinthe Valsin, à Marie Rutil, bonsoir à André Dédé Alexis, bonsoir, à Félicia Sveltes, à Bertrand Erlem, bonsoir à Isabelle Servant-Lemnos, bonsoir également à Joël Bazit, bonsoir à Foxy Sam Doug GM, bonsoir à Lynn Bias, à qui d'autre encore, à Christelle Maroudin. Je fais vraiment des efforts pour ne pas écorcher vos noms. Bonsoir à Olivier Félix qui nous revient. Viens Olivier, viens. Mais pour faire un petit résumé des questions. Bon.
Olivier qui est timide, mais en tout cas, c'est Olivier effectivement qui couvre les conférences de presse de l'Agence régionale de santé et de la préfecture. Et on a bien senti aujourd'hui qu'il n'a pas posé de questions. Ça a même interpellé tout le monde. Bonsoir à Gaël Myriane. Bonsoir à... Oui, c'était volontaire. Vous inquiétez pas, il y a un truc qui se prépare. Bonsoir également à Polo Dubois. Bonsoir à Agnès Bolmin. Bonsoir à Laetitia GTR. Bonsoir à Anita Douglas. Bonsoir à Julien Jean-Charles Montout. Bonsoir. Je dis bonsoir à Jean-Michel Charléry, au général Franck Abar par exemple. Et j'envoie aussi un petit bisou pour Patricia Blara-Flantrobo. Je sais que tu nous suis beaucoup sur Canal 10, donc bisous à toi. On se retrouve après la pub.